Premier thème du programme de géographie de seconde, société et environnement, des équilibres fragiles. La population mondiale est aujourd'hui estimée à environ 7,9 milliards de personnes et devrait approcher les 10 milliards en 2060. Mais il n'y a pas que le nombre d'êtres humains qui augmente, le nombre de catastrophes aussi, et de plus en plus d'ailleurs ces dernières décennies. On dit que la population humaine est soumise à de plus en plus de risques. Parallèlement, des ressources, dont certaines indispensables comme l'eau ou l'énergie, sont en voie d'épuisement ou sont au mieux en tension. La problématique de ce thème sera donc comment les sociétés humaines tentent-elles de gérer les risques et les ressources de la planète. Première partie, les sociétés face aux risques. Il existe 3 catégories de risques qui pèsent sur les sociétés humaines. La première catégorie, ce sont les risques industriels. Ils sont causés directement par les activités de l'homme. Des incendies d'usines, des accidents nucléaires, ont lieu dans des zones peuplées, d'où une grande dangerosité. Certains accidents récents ont été particulièrement spectaculaires, comme l'explosion d'un silo d'engrais chimiques à Beyrouth, au Liban, en août 2020, ou celui d'un entrepôt à Tianjin, en Chine, en 2015. Mais le problème n'est pas nouveau. La plus grande catastrophe industrielle de l'histoire est l'explosion de l'usine chimique de Bhopal, en Inde, qui a fait des milliers de morts, et c'était en 1984, il y a 40 ans. Deuxième catégorie, les risques naturels. Ils sont causés par des phénomènes climatiques, des séismes, des tempêtes, a priori totalement indépendants de l'action de l'homme. Sauf que, depuis quelques années, le dérèglement climatique, aggravé par les activités humaines, accentue les catastrophes naturelles partout sur la planète. Les risques d'inondation, de feux de forêt sont de plus en plus nombreux et touchent de plus en plus de pays. Troisième catégorie, les risques sanitaires. Ce sont des problèmes de santé dont la diffusion peut être liée au dérèglement climatique, des maladies tropicales sur des zones géographiques plus étendues, des canicules, la pollution, ou des épidémies qui sont aggravées par la grande mobilité des êtres humains. Le coronavirus et la circulation de ses variantes sur toute la planète en est un bon exemple. Au final, les risques industriels, naturels et sanitaires sont tous liés aux activités humaines et au dérèglement climatique qu'elles causent. Évidemment, le niveau de développement des pays joue beaucoup dans leur capacité à faire face aux risques. Les pays riches et développés gèrent plus efficacement les risques, notamment par l'anticipation et la prévention. Les pays pauvres, eux, subissent les catastrophes, et leurs réponses sont souvent inadaptées à la gravité des risques. Les pays riches et développés sont aussi plus résilients. Cela signifie qu'ils se relèvent plus rapidement lorsqu'une catastrophe survient, contrairement aux pays peu développés, où la solidarité internationale et les associations humanitaires prennent le relais des pouvoirs publics défaillants. À noter que les risques et le dérèglement climatique concernent tous les pays du monde. C'est pourquoi la réponse doit être globale. En décembre 2015, lors de la COP21 tenue à Paris, 195 pays s'engagent à agir ensemble pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum. Ces pays promettent la mise en place d'une transition environnementale, c'est-à-dire une évolution vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Mais, en 2021, lors de la COP26, le bilan est peu flatteur. Les efforts sont insuffisants, surtout de la part des pays très pollueurs, et certains États nient ou minimisent la réalité, comme la Chine ou la Russie. Deuxième partie, des ressources sous pression, tension et gestion. Les besoins en ressources ont explosé depuis 1965. Nous avons besoin de 5 fois plus d'énergie et de 3 fois plus d'eau qu'il y a 60 ans. Cela s'explique par la hausse démographique, puisque la population humaine a plus que doublé depuis 1965, mais aussi par un mode de vie toujours plus énergivore. Nous consommons, individuellement et collectivement, de plus en plus d'énergie. Le problème, c'est que les ressources s'épuisent et sont surexploitées. Le charbon, le bois, le pétrole viennent à manquer. Les découvertes de nouvelles réserves, comme des hydrocarbures dans l'océan Arctique, sont source de tensions entre les États voisins qui en réclament tous la propriété. En fait, chaque pays tente d'atteindre l'indépendance énergétique, ce qui, encore une fois, est plus facile pour les pays développés qui peuvent investir dans les équipements nécessaires, comme des centrales nucléaires. À toutes les échelles, y compris locales, les désaccords sur l'utilisation d'une ressource donnent lieu à des conflits d'usage, particulièrement violents entre l'agriculture et le tourisme sur l'eau, par exemple.
L'exploitation des ressources fragilise la planète. La destruction de milieux fragiles et la déforestation alimentent le dérèglement climatique qui fait disparaître d'autres ressources. C'est un cercle vicieux. Pour en sortir, une transition énergétique vers d'autres sources d'énergie est indispensable. Il faut diminuer la consommation de gaz, de pétrole, de charbon au profit des énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien. Ces énergies renouvelables se développent, c'est vrai, mais ne représentent encore que 10% de l'énergie consommée à l'échelle mondiale. Troisième partie, zoom sur la France, entre valorisation et protection du territoire. La France, avec ses territoires d'outre-mer, connaît une grande diversité de climats et de reliefs. C'est un atout, évidemment, pour la diversité des paysages, des ressources, des écosystèmes, pour le tourisme, mais les risques sont nombreux et très variés. Il existe des risques naturels, comme les inondations dans le sud de la France, mais aussi des tempêtes, des cyclones ou des éruptions volcaniques en outre-mer. Il ne faut pas non plus oublier les risques industriels dans toutes les villes accueillant des industries ou des centrales nucléaires. C'est le cas par exemple de la vallée du Rhône au sud de Lyon. La France est un pays développé et elle essaye de gérer les risques avec une stratégie en 3 phases. Phase 1, la prévision. Des outils de surveillance et d'alerte informent la population comme Météo France. On sait alors quand est-ce que le risque surviendra et où et quand il frappera. Deuxième phase, la protection. Des digues, des paravalanches et l'ensemble des mesures qui limitent l'impact de la catastrophe lorsqu'elle survient sont là pour minimiser les dégâts et le bilan humain. Troisième phase, la prévention. Avec les plans de prévention des risques, les PPR, des entraînements, de l'information pour protéger les populations avant les catastrophes. L'idée de la prévention est de préparer les populations et les acteurs de la sécurité pour le jour où la catastrophe se produira, même si on ne sait pas quand. Cette stratégie en 3 phases, prévision, protection, prévention, s'applique tout particulièrement aux territoires les plus fragiles, qui sont protégés par de nombreuses lois. Ainsi, les 10 parcs nationaux, les 9 parcs maritimes et les 53 parcs naturels régionaux préservent les territoires ruraux remarquables. Les lois montagne et littoral et le conservatoire du littoral empêchent la construction de bâtiments sur les zones fragiles. Autre territoire fragile à protéger, les villes abritant des sites industriels dangereux qui sont particulièrement surveillés. En France, 1300 sites industriels sont classés Seveso et se plient à des règles de sécurité très contraignantes, ce qui n'évite pas toujours les accidents, comme l'incident de l'usine Lubrizol de Rouen en septembre 2019. Mais les stratégies de valorisation et de protection des territoires fragiles ne font pas l'unanimité, et la protection des milieux génère parfois des conflits d'usage, comme dans les Pyrénées, entre les éleveurs et les partisans de la réintégration des ours ou des loups. Alors pour conclure, que faut-il retenir ? 5 éléments semblent importants dans ce thème. D'abord, n'oubliez pas qu'en géographie, il faut toujours localiser les phénomènes que l'on décrit. Il faut donc toujours préciser les continents ou les pays concernés, notamment lorsque l'on donne un exemple. Ensuite, deuxième point. Les risques qui menacent l'être humain sont le résultat des activités humaines, soit directement, les risques industriels, soit par le dérèglement climatique alimenté par l'homme. À ce titre, la multiplication des catastrophes naturelles, les inondations, les feux de forêt, est très inquiétante. Si la majorité des gouvernements semblent avoir pris conscience de l'enjeu climatique, les réponses apportées sont pour l'instant insuffisantes, notamment de la part des pays très pollueurs, dont certains ne jouent pas le jeu d'une coopération internationale. Troisième point, c'est que dans le même temps, certaines ressources indispensables disparaissent de la Terre. Leur exploitation, ou la recherche de nouvelles réserves, aggrave le dérèglement climatique. Il y a un lien direct entre la question des ressources et la question des risques. Des solutions existent, comme les énergies renouvelables, mais elles ne sont pas miraculeuses. En outre, tous les pays ne veulent pas ou ne peuvent pas développer ce type d'énergie. Quatrième point, c'est l'exemple de la France, qui nous a éclairé sur sa stratégie de gestion des risques avec ce plan en 3 étapes, prévision, protection, prévention. Un ensemble de lois vient renforcer cette stratégie, notamment en fixant des contraintes fortes sur l'occupation humaine des paysages ruraux remarquables et des mesures de sécurité strictes sur les sites industriels dangereux.
mais il est difficile de faire consensus autour de ces mesures. Enfin, dernier point, n'oubliez pas que la géographie demande l'emploi d'un vocabulaire précis qu'il faut maîtriser et savoir réutiliser à bon escient. Risque, dérèglement climatique, résilience, indépendance et transition énergétique, conflit d'usage, l'emploi judicieux de ces notions sera largement valorisé lors d'une évaluation.